Salut à tous, je suis Élise Benazet, psychomotricienne, formatrice et professeure de danse. Dans mon podcast Trouve ton Move, je vous invite à explorer les univers de thérapeutes hors du commun, qui, comme moi, ont choisi de sortir des sentiers battus. Ensemble, découvrons des méthodes innovantes pour prendre soin de notre corps et de notre esprit. Et si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me rejoindre sur danser-psychomote.fr pour découvrir mes formations et approfondir vos compétences. Bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois Marine Gauthier, psychomotricienne en Suisse. Elle nous partage son parcours inspirant où elle a elle-même surmonté des difficultés liées à la dyslexie et à des troubles sensoriels alimentaires. Grâce à l'orthophonie, elle a pu développer les compétences nécessaires pour réussir son parcours scolaire malgré de grandes difficultés d'estime de soi. Aujourd'hui, elle enrichit sa pratique avec des médiateurs originaux comme la circomotricité, les portées parents-enfants et la médiation avec le cheval et le poney. Elle nous raconte aussi son installation en libéral et ses collaborations en binôme avec des orthophonistes et kinésiologues. Un échange passionnant sur la résilience et l'innovation en psychomotricité. Bonjour Marine. Bonjour Élise. Je t'ai invitée aujourd'hui parce qu'on se connaît depuis quelques années. On a travaillé ensemble dans une école de cirque à Lausanne. Ça a été une super expérience pour moi. J'avais besoin de travailler avec des enfants qui allaient bien. Là, on était ensemble psychomotriciennes pour animer des ateliers de circomotricité pour les petits, des groupes parents-enfants. Et j'ai découvert toute la richesse de ton expérience en cirque avec les chevaux. Depuis, tu t'es installée en libéral en Suisse et je me suis dit pour mon podcast, ça va être une super expérience à partager. Et moi, j'aimerais d'abord commencer par le début parce que quand je t'ai rencontrée, tu m'as parlé de tes difficultés scolaires et comment le mouvement te faisait du bien. Et je trouve que c'est génial d'en parler à Trouve ton Move. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton parcours scolaire et quelles ont été justement ces difficultés et pourquoi le métier de psychomote, il y répond parfaitement? Alors moi, ils ont trouvé quand j'avais 5 ans que j'avais une dyslexie. Donc à l'époque, il y avait une orthophoniste, on n'en parlait pas autant, c'était il y a déjà peut-être 30 ans. Donc actuellement, on connaît de plus en plus tous ces 10, ces profils 10, ces neuroatypies, mais à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Et donc moi, j'ai toujours d'ailleurs cette dyslexie qui était très forte. Donc c'était un grand challenge pour moi, l'écriture, la lecture. Et il y a aussi, souvent on sait que les 10, ils sont pas tout seuls. Alors c'est le seul qui a été diagnostiqué, mais j'ai quand même une tendance à avoir une certaine impulsivité ou beaucoup d'activités, d'envie de beaucoup de projets, des choses comme ça. Donc l'école, pour moi, d'apprendre la lecture et l'écriture, c'était vraiment difficile. L'orthographe, les chiffres, c'est pas tout facile non plus. Donc j'allais pas aussi vite que les autres. En plus, je suis de fin d'année, donc j'avais quasiment une année de moins. Voilà, donc j'ai mes parents qui m'ont beaucoup aidée. Heureusement que j'ai eu ce soutien-là. Pour faire les devoirs, c'était la torture, les devoirs. C'était des heures de pleurs. Vraiment, c'était très compliqué. J'ai des parents qui ont eu beaucoup de patience, beaucoup de créativité. Ils étaient aussi beaucoup seuls face à ça. Et l'orthophoniste qui m'a accompagnée toutes les semaines pendant plusieurs années m'a énormément aidée. Vraiment, c'est une personne que je remercie. Donc tu as été suivie particulièrement par une orthophoniste dès l'âge de 5 ans, donc assez jeune, même si à l'époque on diagnostiquait pas forcément. Et tu parles d'une grande souffrance. C'est quoi qui a été le plus dur de faire les liens entre les sons, les lettres? Comment ça s'est passé pour toi, cet apprentissage? Alors c'était difficile parce que pour moi, vraiment les lettres, je les appelais par le nom. Par exemple, le M, ça s'appelait M et ça faisait pas le son M. Et donc c'était par exemple très difficile de lire. Si je voyais le mot mur, j'allais lire MUR. Ça n'avait aucun sens. Alors que maintenant, si on apprend plus le son ou le chant de ces lettres, peut-être même avant le nom de ces lettres-là, j'aurais peut-être fait mur et ça m'aurait peut-être plus aidé, simplifier la vie. Il y avait aussi plus de temps pour apprendre à lire. J'avais des confusions de lettres, beaucoup de sons. Je me rappelle pas tous, mais il y en avait beaucoup.
Ouais. J'avais cet exemple avec, je crois qu'il y avait une phrase écrite dans mon bilan orthophonique, c'était écrit, la phrase c'est: «L'homme est fort» et je me disais: «L'homme est terre». Ah Ce oui. qui signifie rien du tout. Et pourquoi tu lisais ça? Je sais pas, j'imagine que c'est des confusions de lettres ou Ah de oui, sons d'accord. liées à la dyslexie. Mmh. Donc tu Mmh. as pris plus de temps que les Oui. autres enfants de ton âge à lire, à écrire, Mmh. ça a eu un impact sur, l'orthographe aussi? L'orthographe toujours Ouais, maintenant, hein. Je dois encore? Ouais. vraiment, actuellement, on a beaucoup de rapports, hein, dans le métier de psychomotricienne et Mmh. j'utilise un logiciel qui s'appelle Antidote, Mmh. qui est très précieux pour moi, qui arrive à corriger beaucoup de fautes, qui Mmh. implique aussi, de regarder la syntaxe ou les choses comme ça, Mmh. les fautes de frappe, les oublis de lettres. Ouais, Donc d'accord. ça, c'est très utile, C'est une aide pour toi? oui, c'est Ouais. une aide pour moi, Mmh. je sais qu'il en existe beaucoup des logiciels comme ça. Ouais. Ça, c'est un parmi d'autres et puis il reste parfois des coquilles quand même. Oui, OK. Et donc tu as réussi quand même à aller, au lycée, à entrer à Oui. l'école de psychomote à Mmh mh. Lyon. Ouais, Mmh. donc malgré, ces difficultés, tu as compensé. Comment tu as fait pour compenser? Alors, encore une fois, j'ai été bien soutenue, donc Mmh. ça, c'est important. Les diagnostics aussi permettent de comprendre un fonctionnement, puis de développer d'obtenir des ressources, en fait, hein. Mmh. Les plus que de mettre une étiquette, pour moi, ça a Mmh. permis de solliciter des ressources, que ça soit en thérapie ou dans des outils qui existent. Et puis moi, j'ai, la chance, ou peut-être que je l'ai développée, d'avoir une grande mémoire. Ouais. Et ça m'a énormément aidée parce qu'on est encore, dans un système scolaire où l'apprentissage par cœur marche, Mmh. parce qu'on ressort des mots-clés et peut-être même, si on n'a pas tout à fait compris Mmh. les notions, on a les points. Ouais. Et puis moi, ça me permettait, de retenir les cours Par cœur, quoi, ouais. par cœur. Mmh. Et c'est ce qui a fait qu'a été difficile au début de me diagnostiquer parce que je ressortais les règles ou les leçons par cœur que Mmh. j'avais appris, la journée. Mais par contre, j'arrivais pas à les appliquer Ouais, tu concrètement. comprenais pas Les ce qu'il y avait règles, derrière. par exemple, du participe passé ou ces Ouais. choses-là, je peux les dire par cœur. Quand il y Mmh. a ça, il faut mettre ça. Mmh. Mais dans le concret, Ouais, quel je est peux pas les l'intérêt, appliquer. Ouais, d'accord. Mmh. Donc ta grande mémoire t'a permis de compenser, certaines façons d'apprendre peut-être différemment Ouais, et donc tu arrives à cette école de psychomote à Lyon. Ça oui. a été, une difficulté du coup d'être dyslexique et étudiante en psychomote? Non, je l'ai pas ressenti ça. Ouais. Alors, quand on doit faire des travaux écrits, oui, Mmh. parce que, ben, c'est pas là où je suis le plus à l'aise, mais comme c'était un sujet qui me passionnait beaucoup et que ça avait beaucoup de sens, ça, le sens, c'est important. Oui. Quand il y a un sens derrière où la personne ou l'enfant, est vraiment impliqué, ben, ça motive et Mmh. ça fait aussi, soutenir tout ça Mmh. et donc non, ça m'a moins dérangée dans Ouais. ces études-là. OK. C'était plutôt avant. Mmh. Et puis, bah, de galérer avant, ça m'a aussi donné, beaucoup de peut-être de rigueur ou de capacité d'apprendre. Alors dans le cursus universitaire, ben, Tu étais à l'aise en fait? j'avais Ouais. déjà beaucoup fait ça. Ouais, tu avais exercé, ta Ouais. pratique, ta mémoire et Mmh. tu pouvais Puis compenser. moi, les tiers-temps ou ces choses-là ne m'aident pas du tout parce que je Ah peux bon? avoir beaucoup plus de temps. Je vais de toute façon pas retrouver mes fautes ou Ah relire oui. ou arriver à être plus synthétique ou Mmh. en tout cas pour moi, ça veut pas dire que ça Ouais. marche pas pour d'autres personnes, hein. OK. Mais moi, ça ne m'aidait pas D'accord. d'avoir plus de temps. Mmh. Et là, tu dis: «Les études, de psychomote ont eu du sens pour moi». Qu'est-ce qui Mmh. t'a parlé? Qu'est-ce qui t'a plu? Moi, j'aimais ce lien, corps-esprit. Mmh. J'aimais vraiment ce côté où il y avait du mouvement, où le corps il était remis au centre, Mmh. qui était très global, où on pouvait impliquer beaucoup d'aspects, Ouais. que ça soit sensoriel, cognitif, moteur, Mmh. que ça soit plus émotionnel dans l'interaction à l'autre. Mmh. J'ai beaucoup aimé ça. Parce que tu avais cet intérêt à comprendre, le fonctionnement de l'être humain déjà? Oui. Ouais, OK. Ouais. Et là, ça amenait du sens différemment. Ouais. Et d'avoir des outils aussi peut-être, ou quand je parle d'outils, c'est pour, travailler ou ouais, entraîner ces aspects-là, Mmh. d'avoir ces outils très concrets ou très corporels Mmh. D'accord. et pas que de la parole, par exemple. Ouais, ce qui t'a un peu manqué dans ton enfance? À l'école, on est assis à Oui, table, moi j'invite vraiment les gens à remettre du mouvement dans les classes Oui, ouais. et à voir qu'il y a beaucoup d'intelligences différentes et Mmh. qu'on a chacun nos talents et Mmh. quand on identifie ces talents-là, peut-être pour moi c'est la mémoire, pour d'autres c'est d'autres choses, Mmh. c'est des grands soutiens Ouais, et de d'accord. ramener du mouvement, de faire en sorte que les aires cérébrales puissent maturer, de ramener nos connaissances de neurosciences qui sont de plus en plus poussées Mmh. et
passionnante, ça aide grandement. Ouais. Le mouvement en classe, il faut du mouvement en classe. Ouais, toi, t'aurais aimé avoir ça. Donc, j'imagine que ça a dû te parler, quoi. Ouais. Une des grosses difficultés que j'avais aussi, c'est en fonction des personnes qu'on avait en face de nous. Des fois, quand on a des profils 10 ou qu'on est différent ou qu'on rencontre des difficultés, quelles qu'elles soient, notre confiance en nous, en tout cas pour moi, peut-être ça touche pas tout le monde, mais moi, ma confiance en moi, elle a été très touchée dans ça. Je me sentais nulle, différente, j'y arrivais pas, c'était dur. À l'école. Ouais. En sport, ça t'est arrivé aussi? Non, pas en sport. Au contraire, c'est dans le mouvement que tu t'es plutôt épanouie, toi? En sport, ça allait. En tout cas, j'ai pas de souvenir que c'était une difficulté. Plutôt une ressource et un moment où... Tu pouvais rayonner un peu plus. Non, mais c'est sûr que les troubles de l'estime de soi, ils sont très présents dans tous les 10 et que c'est un gros problème. Des fois, on est plus lent aussi. Oui. Parce il y a des personnes ou des cerveaux, on a tous des cerveaux originaux aussi, qui analysent tout, qui cherchent aussi des choses, qui se perdent un peu en... Ah oui, et tu souffrais tu as besoin? J'avais un peu... Voilà, autant je disais tout à l'heure, le plus de temps m'aide pas à relire mes fautes, mais des fois, dans ma réflexion, il y a des choses qui vont très vite, puis il y a des choses qui prennent plus de temps. Selon la tâche. Ouais, c'est ça, faut bien différencier les tâches. Faut bien différencier. Donc, tu as un temps de latence pour certaines tâches, tu dirais? Un besoin d'un temps de réflexion pour certaines... Maintenant, ça va. Et puis, moi, j'ai eu cette chance d'avoir cette hyperactivité qui fait que mon cerveau, il va très vite, trop vite parfois. Donc, il faut après y faire de l'ordre plutôt. Ah oui, ok. Mais c'est des choses que je vois encore beaucoup dans ma pratique, des fois, ce temps de latence. Où on aurait envie de tout de suite répéter la consigne ou de dire « est-ce que tu m'as entendu ?» Et en fait, c'est en train de processer. Oui, c'est le cerveau tourné. On a compris. Ça arrive, la réponse. Ok, donc tu as besoin de ce temps pour ça peut, laisser mûrir une réponse, organiser tes pensées plutôt. Oui. Ok. Donc, tu te retrouves diplômée psychomotricienne et puis la vie fait que tu te rapproches de la Suisse et que l'idée de travailler en Suisse germe en toi. Et tu te retrouves, et on s'est retrouvés du coup à travailler à Lausanne ensemble dans une école de, on va dire, circomotricité avec les petits. Comment ça s'est passé pour toi? Tu commençais à pratiquer le cirque. Pourquoi ce médiateur cirque t'intéressait? Qu'est-ce que tu vois comme intérêt quand on est psychomote? Alors, moi déjà le cirque, j'aimais beaucoup parce que j'en faisais et que de le vivre, je voyais la complexité et tout ce que ça apporte, la richesse plutôt, c'est ça le mot que je cherchais, de cette médiation, de cet outil. Et puis j'aime beaucoup dans ce sport, qui est aussi mélangé à un art, il y a une grande partie de créativité qui est là, et il y a pas de compétition du tout. Donc il y a quelque chose où il y en a pour tous les corps, toutes les envies, tous les âges. On peut commencer, moi j'ai découvert ça adulte, on peut commencer à n'importe quel âge. Et il y a vraiment quelque chose comme ça où il y a tellement d'engins, si j'ose dire, ou de disciplines différentes que on peut y retrouver plein de personnalités et plein de goûts différents. Ça il y a des choses sportives, des choses un peu moins, il y a des choses qui sont plus aériennes, il y a des choses plus... Voilà, il y a beaucoup d'outils comme ça. Et j'aimais ce côté aussi où le cirque il peut vraiment permettre en plus de travailler tous les aspects corporels par rapport à la psychomotricité qui est quand même, que ça soit les coordinations, l'équilibre, d'avoir des repères de son corps dans l'espace, d'avoir une conscience corporelle, d'avoir vraiment cette fluidité, cette aisance. Il y a aussi tout cet aspect d'interaction avec les autres, d'émotion aussi, de dépassement de soi, de confiance en soi. Beaucoup. Tu disais il n'y a pas de compétition, mais elle peut être déjà face à soi-même. Le rapport à l'échec, la réussite. Bien sûr. Il n'y a pas de compétition dans le sens où c'est pas un sport, par exemple, où il va y avoir ou même des matchs, par exemple, dans des sports notes, des médailles, des notes, des médailles. Après, bien sûr que il peut y avoir de la performance ou des spectacles ou des choses où les personnes peuvent avoir à se dépasser. Se dépasser. Moi, tu m'impressionnais parce que tu étais capable de créer un parcours de cirque hyper rapidement. J'avais pas le temps de te suivre. Je dis je vais faire comme elle. Et comment tu raisonnais pour construire
aller par exemple à un parcours moteur en cirque sympa? Bah déjà, on avait une grande interaction, hein. On avait la chance d'être plusieurs psychomotriciennes, donc on avait chacune nos spécificités, hein. Toi, tu étais très douée avec cette musique et le rythme, ce que j'avais pas du tout. Donc ça, c'était très complémentaire. Et moi, j'aimais bien partir d'un thème pour construire mon parcours. J'allais dire, bah aujourd'hui, on va faire par exemple sur les sauts, et puis bah quand il y a dans les sauts, on peut sauter loin, on peut sauter haut, on peut sauter près, on peut sauter depuis une hauteur, sur quelque chose, etc. Il y a vraiment le saut, c'est il y a les rotations, il y a d'avoir des appuis pieds-mains qui alternent, quelque chose autour de l'arrière, de l'avant. Il y a vraiment, ça peut être des thèmes en fonction de compétences motrices, ou bien ça pourrait être même un thème imaginaire ou quelque chose moi, comme je suis ça. plus à partir de l'imaginaire. Mais toi, oui, c'était le côté moteur. Puis C'était plus moteur, ouais. T'as toute la variété des mouvements qu'on peut faire en cirque selon les agrès. Tout à fait, ouais. Hein, parce que il y avait comme agrès le tissu aérien, le trapèze, les poutres, les trampolines. C'était la salle de psychomote idéale quand même. Avec de l'espace. Ouais. Mais tout à fait. Avec des sols différents. Et puis d'être guidé aussi par le plaisir. Moi, je crois qu'on évolue beaucoup dans notre vie quand on a de l'intérêt, quand on a du plaisir, et de garder aussi cette âme un peu d'enfant, ou de se dire mais qu'est-ce qui me donnerait du plaisir. Et puis bah ça veut pas dire qu'il y a pas des choses qui sont challengeantes, où je me dis oh waouh, de me lâcher comme ça en arrière, est-ce que j'oserais. Après peut-être aussi d'être accompagnée là-dedans, et d'oser, ou d'être accompagnée dans j'ai le droit de dire non et stop. Oui aussi. Ça, c'est aussi quelque chose de très important pour moi, de guider les enfants à dire ok, bah c'est peut-être pas le moment, et ça veut rien dire de toi. C'est un moment là. Et tu as le droit d'avoir peur et de pas avoir envie de le faire, etc. pour aujourd'hui, et peut-être la semaine prochaine, c'est une autre fois. Voir une évolution. C'est vrai que nous, on donnait des cours parents-enfants. Ils venaient en duo, les enfants. Et ça, c'était très sympa de guider les parents aussi dans ce côté un peu psychomoteur, où on laisse aussi cette liberté de dire oui, dire non, de dépasser des émotions, et pas en mode entraînement, quoi. C'est ça. Et puis ce lien parent-enfant, de vivre une activité ensemble, de se créer des souvenirs. Moi, je trouvais ça magnifique à accompagner. Puis c'est vrai que à la base, on était sur quelque chose de l'ordre de la prévention ou d'une activité. Et puis au final, de loisirs. Et au final, on a eu aussi des histoires de vie avec des enfants qui avaient peut-être un parcours différent. Ou moi, j'avais une maman qui m'avait beaucoup touchée, parce qu'après, ça faisait 18 mois au moins qu'on faisait cet atelier ensemble. Et elle m'a dit, moi, en fait, je suis très contente de venir travailler mon lien avec mon enfant, parce que par le cirque. Parce qu'on m'a dit que je le trouverais beau, que je comprendrais tout, que tout serait facile, que ça serait le plus beau jour de ma vie en tant que maman. Et elle avait vécu des choses différentes, et c'était très compliqué. Et puis elle rencontrait des personnes qui savaient tout mieux qu'elle, d'après les dires de ces personnes-là, hein, bien sûr. Et ça la touchait beaucoup. Et elle a pu retrouver sa spontanéité, sa place de maman, du jeu avec son enfant, et ça, d'après son témoignage, ça les a beaucoup aidés dans leur vie quotidienne. Rapprochés, quoi. Ça avait été très touchée par cet exemple. Oui. Oui, c'est sûr, on les voyait vraiment s'éclater ensemble et en parler en ressortant. J'avais une autre maman qui me disait moi, j'ai galéré à me faire des copains parce que j'étais nulle en sport, et je veux pas ça pour mon enfant. D'accord. Donc elle venait aussi permettre à son enfant de comprendre son corps, d'explorer des choses tout jeune, pour être à l'aise et fluide, et trop bien. Et nous, je trouve, en tant que psychomote, moi, ça m'a appris à animer des groupes. Bien sûr. On l'apprend pas forcément pendant nos études. Donc, t'avais un côté très cadrant. Tu parlais tout à l'heure de ton impulsivité ou quoi, mais en tant que professionnel, là, t'avais des objectifs précis en tête. Aujourd'hui, je travaille les sauts de telle manière, avec telle activité ludique. Il y a ce côté-là, je trouve, dans le cirque, à la fois on est créatif et à la fois on sait notre objectif final. Oui. Et ça, c'est très sympa à travailler. C'est très complet, hein. C'est complet, puis ça enlève ce flou des fois du côté de la psychomotricité, où on peut partir dans tous les sens, quoi. Et avec ce médiateur, tiens, aujourd'hui c'est tel objet, ça cadre. Oui. C'est intéressant. T'as aussi un truc sympa que tu pratiques, c'est les acroportés, l'acro-yoga. Tu l'as emmené dans les cours parents-enfants. Oui. T'aurais des petits exemples? Alors, c'est pas facile avec un micro, mais qu'est-ce qu'on peut faire entre un parent et un enfant dans ces portées-là? On peut faire beaucoup de choses. Tu m'en as appris plein, moi. Alors, lequel je pourrais partager? Expliquer facilement. Venez au cours de... Mais des fois, d'essayer de les inventer, c'est aussi quelque chose...
voilà, et Poser un peu. mais oui, et si je le prends comme ça, est-ce que c'est OK pour lui? Ça fait mal, ça fait pas mal, c'est rigolo. Mais il y en a un qui était rigolo où les parents étaient, je réfléchis, hein, je crois qu'ils étaient allongés sur le dos et puis les genoux, on va dire, un petit peu repliés. Oui. Et puis l'enfant pouvait monter debout comme s'il avait son gros orteil vers le genou et puis le reste de son pied sur le tibia. Et puis on est face à face, il est debout et puis il est un peu comme ça, puis on peut lâcher les mains ou on peut toujours bien veiller à la sécurité, on est d'accord, hein, si vous essayez c'est ça la dans base. votre salon. Oui, donc Mais c'est l'enfant debout sur les tibias de son parent qui est allongé. il y en a un autre, l'adulte, il est debout et l'enfant va être face à lui, il va poser sa nuque au niveau des tibias et puis là, l'enfant va mettre ses mains entre ses jambes un peu écartées. Ouais. Et le parent va pouvoir délicatement prendre au niveau des poignets, puis ça va faire comme une roulade sur les cuisses du parent. D'accord. Ouais, c'est l'enfant qui se met en position, la tête en bas et on lui attrape les mains. Ouais. Et on tire. délicatement, parce que si on fait vite, il peut taper le bout du nez par terre. D'un autre porté où l'adulte est assis sur les fesses, les genoux pliés et les pieds flex. Et on demande à l'enfant de s'asseoir sur les pieds, dos à l'adulte. Oui, et il fait une roulade arrière. Une roulade arrière en tenant exactement. les épaules. On peut tenir les épaules, puis là, il faut que le parent garde bien les bras tendus, sinon on peut se taper. Ouais, on peut se cogner. Et puis en fait, envoyant on peut les jambes, vraiment... il envoie l'enfant. Exactement, et ça fait beaucoup de sensations aux enfants. Ils adorent ça en général. Ils redemandent plein de fois. Ouais. Bon, ça, c'était le côté cirque hyper sympa que tu as beaucoup utilisé. Ouais, puis j'ai accompagné aussi des personnes qui avaient pour le coup des handicaps. Dans des cours de cirque, c'est ça. Ça, c'est un appel aussi, une invitation peut-être. Je trouve, j'entends beaucoup dans ma pratique des parents, des familles qui cherchent des activités pour leurs enfants avec qui ont des handicaps ou des profils différents, puis qui n'arrivent pas à s'inscrire dans un cours de gym, de danse ou dans un sport collectif pour diverses raisons. Et on a encore un grand chemin à faire sur proposer des activités sportives à des enfants qui... puis là, c'était... le cirque, je trouve, est un des médiateurs et un des espaces. Ça veut pas dire qu'il y en a pas d'autres. Très ouvert à l'accueil de tout un chacun. Oui. Donc, tu as eu cette expérience en cirque et puis tu as une autre passion, c'est le cheval. Et tu accompagnes des patients avec, on va dire, l'équithérapie. Tu peux nommer ça comme ça? Moi, je nomme ça la psychomotricité à médiation cheval. D'accord. Parce que je fais vraiment de la psychomotricité. Ah oui. Donc c'est de la thérapie et le cheval ou le poney devient un partenaire. Comment tu pourrais décrire une séance type? Par quoi on commence? Moi, par exemple, j'y connais rien. C'est très sensoriel, c'est impressionnant. Déjà, moi, je fais partie du monde du cheval, si j'ose dire, qui est loin de la compétition et qui considère le cheval vraiment comme un être vivant et comme un partenaire à part entière. Donc, le cheval, il a ses réactions, il a sa personnalité, ses émotions, ses humeurs. Et ça fait partie vraiment de la thérapie aussi, de prendre en considération un autre être vivant. D'accord. Et le cheval ou le poney, c'est vraiment un être vivant qui a une sensorialité différente de nous, un langage différent aussi d'une autre, et comment on fait pour interagir et avoir du plaisir ensemble. Et il peut souvent être un intermédiaire pour développer beaucoup d'interactions. C'est parfois moins confrontant de s'adresser à un cheval ou de interagir avec un animal qu'avec un thérapeute. D'accord. Donc ça me permet vraiment d'avoir ça. Ouais, super. Donc moi j'aime aussi tout ce côté, dès le début on a le côté de rencontre de l'animal. Donc on va essayer de s'approcher de lui, de voir si c'est possible de le toucher. C'est déjà des fois des grands défis. Où est-ce que c'est possible de le toucher? Et là où il y a toute la psychomode, c'est qu'on va aussi le brosser. Donc il y a beaucoup de sensoriel là-dedans. Un cheval, ça a une certaine douceur. Il y a des endroits plus rêches que d'autres. Il y a des endroits chauds. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des odeurs. C'est un animal qui a des grandes dents, des grands yeux, des yeux sur le côté. Donc c'est aussi qui peut être grand, impressionnant, qui fait des bruits surprenants et soudains. Ça, c'est tout quelque chose aussi qui est un défi. Et puis, quand on brosse, on peut brosser en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc, il y a beaucoup de spatio-temporel qu'on peut ramener. Il y a beaucoup de coordination, de motricité fine, de trouver dans quel sens on met ce truc sur la tête. C'est vrai. Il s'appelle un licol, s'il y en a qui connaissent. Mais c'est ce machin en corde qu'on met sur la tête du poney. Les mousquetons, les petites choses à attacher qui font travailler beaucoup la motricité fine. Et puis la séquence, quoi. Dans quel ordre on met ça, comment on peut le faire. Donc, tu laisses faire les patients.
en général? Tu leur Ouais, apprends, tu leur montres? exactement. Je leur OK. montre, on découvre avec le rythme de chacun. Et Mmh. puis tout ça, ça permet aussi un poney, ça peut être très impressionnant au début. Et quand on partage ce moment-là avec lui, il y a quelque chose où on rencontre Oui, cet animal et prends le du coup, temps. ça fait peut-être moins peur. Mmh. Est-ce qu'on peut lui donner une poignée d'herbe? Comment on fait Mmh. ça? Et comment on lit Les les comportements. codes ou les Mmh. comportements De de l'animal. cet animal-là, de Mmh. cet être vivant-là. Mmh. Comment on peut nous aussi poser nos limites, Mmh. pas se faire marcher sur les pieds, comment on se positionne. Oui, dans l'espace. Un Mmh. cheval, c'est un animal de proie, donc si on arrive très vite Mmh. derrière, ça peut lui faire peur, ça peut être dangereux. Oui, donc faut se canaliser soi. Enfin, il y a de Ouais. la régulation, il y a du positionnement. Mmh. Et puis après, il y a tout le côté où on va chercher le matériel. Donc, il y a comment je me repère dans cette écurie pour aller dans Ah oui. l'endroit où est le matériel? Est-ce que Mmh. je me souviens d'une semaine à Ah l'autre oui. où est parce que c'est comme nos chaussures, chacun a son matériel. Son box, oui, c'est Son rangé, Ouais, ouais, ouais. sa selle, tout ça, Ouais. Et là, tu as déjà vu des patients avec qui c'était impossible ou à chaque fois tu y arrives d'approcher ces animaux qui sont grands, impressionnants? Il y a des personnes avec qui c'est un grand challenge. Après, en général, les personnes à qui je propose cette thérapie ont quand même un bout d'intérêt. Oui, voilà. Donc il y a des fois, ça fait très peur et on n'arrive pas à s'approcher tout de suite et c'est un grand travail, mais il Mmh. y a un intérêt. D'accord, Donc j'ai pas encore rencontré de personnes avec qui c'était pas du tout d'accord. possible d'aller. Ouais. Par contre, j'ai des personnes où ça va être possible de brosser l'arrière, mais pas l'avant. Ah oui. La tête fait trop peur. Ah oui, d'accord. Ouais, donc Donc il y tu a des choses où adaptes, on s'adapte. ouais, et toi, dans Pour le ta tête, tu moment, coches, ouais, OK, on en est c'est là ça, et on j'y en vais est par là. étapes. Ouais. Mmh. Et puis j'ai un enfant qui adorait les poneys, mais par contre mettre le casque, c'est un enfant qui avait un Ah oui. profil TSA. Mmh. Ce casque, c'est, vous savez, cette bombe, ça s'appelle, Mmh. sinon c'est vraiment un casque de protection. Pour Ouais. monter sur le cheval, on a besoin de Et ça. oui, il y a les bottes, le casque, enfin, il y a plein de Exactement, il y choses, a hein, tout ouais. un équipement. Mmh. Et puis, ça, c'est voilà, ça, c'est sur la tête, c'était très sensible, ça Mmh. serre, il y a quelque chose qu'on accroche dessous, là, Mmh. comme vous voyez, hein, tous ces casques, là, et puis lui, je crois qu'il avait très peur, peut-être aussi, Ça de pince, que ouais. ça pince. Ouais. Et ça a été un grand, Mmh. et puis c'était, enfin, j'ose dire rigolo parce que c'est, Mmh. il criait, c'était vraiment très, très intense et il hurlait: «Aidez-moi, au secours!» Ah Et en oui. fait, ce qui est rigolo, c'est que j'ai une dame qui est venue me voir persuadée que j'avais fait un malaise ou que et que cet enfant était en détresse seul. Puis quand elle a vu que j'étais à 2 mètres de lui avec un casque dans les mains, elle s'est dit: «Ah, ça a l'air Il d'aller». y a rien de grave. Mais c'est pour vous Et dire à oui, quel tous point ça les a été un troubles challenge sensoriels, pour lui. ouais, bah oui, pour plein d'enfants, Actuellement, hein. c'est un enfant qui est capable de mettre le casque. Oui. Il a pu, au départ, et c'est jamais une obligation de monter dessus ou quoi que ce soit. On Oui. est vraiment, c'est de la thérapie. Il y a des objectifs thérapeutiques, il y Mmh. a un projet qui évolue. Et cet enfant, actuellement, ce qui touchait beaucoup ses parents aussi, a énormément de plaisir à être sur un grand poney maintenant, Eh oui. seul. Mmh. Voilà. Donc, il a fait beaucoup de... Et puis les parents ont pu dire que c'est un enfant avec tout ce sensoriel aussi qui a été travaillé, qui ose goûter des choses différentes. Donc Ah ça a oui. eu des impacts dans sa vie très Oui, il a pu transférer au quotidien. Ah transférés, ouais. génial, ouais. Et c'est un enfant qui ose plus dire non, qui a plus confiance en lui. Mmh. Voilà. OK. Quelles sont les étapes, que tu vas suivre pour amener un petit patient à, diriger son cheval, monter dessus? Comment tu t'y prends toi dans ta séance? Dans tes Alors, séances? j'ai beaucoup toujours de ludique, hem, d'accompagnement. On va essayer ensemble, on va voir si on peut, des fois je travaille en binôme aussi, donc est-ce que ça sera OK pour lui de promener ou d'accompagner, le camarade? Mmh. Donc ça, des fois, c'est aussi motivant pour les enfants, Ah oui, d'être 2, d'être 2 enfants. deux Mmh. enfants. Bien sûr, dans ces cas-là, j'ai un autre adulte avec moi. Mmh. Comment on va amener? Souvent, j'ai aussi, tout bêtement, mais des escaliers, donc on peut Mmh. se rapprocher, petit à petit, Oui, tu la comme hauteur, ça, on est, peut-être il y a besoin de moins de souplesse ou de Mmh. moins de force Mmh. pour se hisser, on va Ouais. dire. Donc ça aide beaucoup, hein, d'avoir des marchepieds qui sont stables Eh oui. et rassurants. Moi, ouais, l'enfant là pour qui c'était difficile au début, moi j'étais vraiment dans quelque chose de très enveloppement et contenant parce que Mmh. ça soutenait cette personne-là, donc il pouvait se tenir à moi. Oui. Je dis: «Tu vois, on n'est même pas obligé de marcher». Enfin, Mmh. voilà, il y a tout plein d'étapes, il y a plein d'outils, ça part de chacun a sa créativité, ses moyens, ça dépend de l'enfant, de ce qui nous parle à nous. Ouais. Je Et sais une pas fois si qu'il ça est répond. assis sur le cheval, Ouais, est-ce que tu vas forcément avancer? Pas d'emblée, ça dépend pas pareil? d'emblée, Ouais. ça dépend. Moi, j'aime Ouais. beaucoup, les faire monter des fois aussi sans la selle. Ah Donc il y a oui. un tapis, hein, bien sûr,
On veut aussi préserver le cheval, parce que la selle, elle permet de répartir quand même le poids et les pressions. Donc, mais sur un petit temps, de manière adaptée, c'est tout à fait OK. Et des fois, on ressent le mouvement. Il faut aussi maintenir. Enfin, il y a beaucoup de régulation tonique. Le cheval, ça secoue. J'ai un enfant qui m'avait dit ça. Oh, je m'attendais pas à ce que ça secoue autant. Et oui, c'est impressionnant ça. C'est même au pas ou même à l'arrêt, on est haut, on a toute une perception différente. Et là, j'ai plein d'outils. Moi, j'aime beaucoup faire des mouvements croisés ou plein de jeux. Donc, même à l'arrêt, on peut faire plein de choses. Tu parles de mouvements croisés, c'est dire à l'enfant avec sa main droite d'aller saisir quelque chose à gauche. Exactement. Ou peut-être on peut tout en rythme. On tape sur les deux cuisses. Après, la main gauche va taper sur l'épaule droite. Après, on tape. On met du rythme comme ça. De s'amuser un peu juste en étant assis. De sentir des sensations, de voir si c'est possible de fermer les yeux. Est-ce qu'on sent ses fesses? Est-ce qu'on sent ses pieds? Les appuis, C'est vrai que ça crée tout de suite un redressement axial d'être assis sur un cheval. On sent sa colonne en dessous. Il y a beaucoup de stimulation vestibulaire. Moi, j'ai une petite fille qui a une malformation au niveau du cerveau. Donc, elle a le cervelet qui a une atteinte. Et puis, certainement d'autres atteintes qui sont pas toujours très visibles à l'IRM, mais qui sont présentes. Donc, une paralysie aussi cérébrale. Et alors, donc, elle a 5 ans, elle a pas de marche autonome, elle est pas encore propre, elle a pas tout à fait le langage. Elle évolue beaucoup dans tout ça et elle peut être sur un cheval. C'est aussi une personne qui peut vivre de la vitesse ou des sensations différentes, d'être portée, de se faire porter et qui a grandement solidifié la tenue de son tronc et du coup elle peut marcher avec un déambulateur maintenant. D'accord. Donc ça lui a aussi donné des repères au niveau vestibulaire, de perception et puis des fois c'est très motivant. Sur un poney, moi j'ai aussi plein de jeux où on peut avoir des petites pinces, on va chercher des pompons, qu'on met dans un panier dans l'autre, on peut se faire des passes de balles. Donc ce qu'on peut faire nous dans nos salles de psychomote sans cheval, tu peux le faire sur un cheval et puis il y a beaucoup de une autre perception de rencontres avec l'animal. Donc il y a des enfants qui aiment se coucher aussi pour avoir le visage près des crins ou quand on va toucher derrière, on est en train de faire des rotations, on travaille plein d'autres choses différentes au niveau. Donc il existe 1000 choses. Tu vois, moi j'imaginais bêtement que tu allais apprendre à l'enfant à diriger son cheval pour qu'il avance, mais pas du tout. Quand je t'entends, pas du tout. Et en fait, ça pourrait, si cet enfant a besoin de s'affirmer ou je sais pas, ça pourrait être un outil d'avoir un projet de A à Z et puis ou d'avoir confiance en soi. Parce que moi, j'avais un enfant qui m'avait dit ça. C'est la première fois qu'on m'écoute. Ah oui. Parce que et il y a des enfants pour qui apprendre à diriger, par exemple, pourrait être tout à fait bénéfique dans un objectif comme ça. Mais l'idée, c'est pas de faire du cours de poney, en effet. D'accord, je comprends. Ou alors peut-être de diriger le poney au sol. Ça permet de s'organiser dans l'espace, de suivre un parcours. Il y a une enfant où c'était difficile pour elle d'intégrer le sens de la lecture et qu'est-ce qu'on fait quand on arrive au bout de la ligne, qu'on repart en bas, à gauche, quoi. Moi aussi, ça a été dur, ça. Et du coup, on le fait avec le poney dans l'espace. Quand on arrive au bout de ça, on repart ici. Ou des choses comme ça, en fait, corporellement, plutôt que sur la feuille, quoi. Voilà. Ah, trop intéressant. Mais t'as hyper bien répondu à ma question. T'inquiète pas, je vois que tu fais des grimaces. Ok, donc ça, c'est le côté... donc, on a fait le côté cirque, le côté cheval. Aujourd'hui, tu t'es installée en libéral, en Suisse. On va partir un peu dans le côté administratif. Ça peut intéresser nos auditeurs, auditrices. Est-ce que c'est compliqué de venir travailler en Suisse en tant que Française, en tant qu'étranger, en tant que psychomote? Moi, j'ai pas trouvé compliqué. T'as toujours trouvé du travail? J'ai toujours trouvé du travail. J'ai même trouvé du travail aussi que j'ai trouvé très pertinent. Il y a des écoles spécialisées que j'ai aimé le principe en Suisse. Ça me convenait beaucoup. T'as dû faire une démarche pour faire reconnaître ton diplôme? J'ai fait une démarche qui était pas forcément obligatoire, mais que peut-être maintenant ça. Moi, je suis arrivée en 2013 en Suisse, donc les choses ont peut-être évolué aussi. Après, moi, je l'ai fait, puis j'invite vraiment les personnes à le faire cette équivalence. On a de la chance en psychomotricité, c'est qu'on n'a pas besoin de refaire des années d'études, des stages ou quoi que ce soit. C'est vraiment une démarche administrative où on va envoyer à l'organisme. J'ai perdu le nom maintenant, mais on le trouve facilement sur Internet.
qui va reconnaître en fait le diplôme. Donc on va envoyer nos diplômes. OK. Moi, je crois que j'avais dû envoyer le contenu de ma formation, peut-être même un relevé de notes, c'est possible. Enfin voilà, il y a plusieurs documents, c'est assez bien expliqué. Puis il y a un téléphone, on peut aussi les contacter pour demander toutes les démarches. Et puis ça m'avait coûté, si je me souviens bien, 800 francs. Donc c'est quand même un investissement. C'est ça. Qui vaut vraiment le coup. Ouais, Parce d'accord. qu'après, on a vraiment cette équivalence. Donc notre diplôme est considéré au même niveau qu'un diplôme suisse. OK. Et ça nous permet, c'est un plus pour trouver du travail, vraiment. D'accord. Il y a OK. des entreprises, ou si j'ose dire comme ça, ou des institutions ou des employeurs qui demandent vraiment À l'avoir. d'avoir le diplôme ou équivalence. C'est D'accord. vraiment spécifié. Et puis donc une fois que tu as cette reconnaissance, tu peux avoir un contrat de travail, un Oui. permis de travail, je sais plus comment Oui, ça il y s'appelle. a des permis Ouais. de travail quand on est étranger. Ouais. Donc en fait, il y a plein de permis différents. Je crois Oui. que j'ai dû quasiment tous les faire. OK, le A, le B, le C. Ouais, presque. Il y a si je me rappelle bien, le G, c'est celui quand on est frontalier. Moi, j'ai commencé comme ça 1 année et demie. Ensuite, j'ai eu le permis L c'est le permis de courte durée, c'est quand on a un CDD. Ouais. Il y a des personnes, par exemple, qui font des saisons, qui ont aussi ces permis-là. Après, il y a le permis B quand on a un CDI. Ça, c'est pendant 5 ans. Et quand on a eu 50 permis B, on perd, donc c'est bien des permis de travail, hein. On part sur un permis qui s'appelle C, ce que j'ai actuellement, et qui est plutôt un permis de résident à longue durée, on va dire. Ouais. Ça a un autre nom, mais je l'ai perdu maintenant. Mais ça nous permet vraiment d'être considéré. Déjà, ça nous offre aussi, quand on a le permis C, on peut participer à certaines votations communales, en tout cas. Donc, on commence à s'inscrire aussi dans toute cette vie-là. Ouais. OK. Et ça, il me semble bien à vérifier que si on a le permis C, si on change de travail, on maintient ce permis-là. D'accord, OK. Qui n'est pas forcément le cas sur d'autres permis. OK. Donc là, toi, c'est clairement, t'es bien installé. Pour t'installer en libéral, est-ce que ça a été compliqué comme démarche? Quels sont tes conseils? Alors, il y a compliqué, moi je trouve pas, c'est toujours des démarches administratives. Donc on est d'accord que si l'administratif c'est un challenge pour nous, c'est compliqué. Voilà. Il y a beaucoup de papiers, il y a des renseignements à avoir, etc. Ouais. Donc j'ai fait... Donc on doit en fait et on est d'accord aussi qu'en Suisse ça marche par canton. Donc il y a des choses qui sont différentes. Moi je suis dans le canton de Fribourg. Oui. Donc il y a des choses qui peuvent être différentes, mais il y a quand même beaucoup d'équivalence d'un canton à l'autre. Donc ça sera quand même aussi à vérifier. Mais j'ai dû demander en fait à la commune, on va dire, au canton de Fribourg, les prévenir que j'allais m'installer comme indépendante. Et ensuite, ça fait qu'on va payer nos charges. Ça s'appelle l'AVS ici. D'accord. Donc, on va payer des charges pour la maladie, la vieillesse, la retraite, etc. Donc ça s'appelle la caisse de compensation. Et j'ai dû faire des documents qui sont aussi très bien expliqués. Hein, et ils m'ont demandé qu'est-ce que j'allais faire comme métier. Ok. Donc à ce moment-là, vraiment de marquer le plus largement possible que vous êtes psychomotricienne, etc., ou psychomotricien, etc. Des fois, il y a des personnes qui ont 2 formations. Hein. Il y en a qui ont aussi d'autres outils. Ça, on peut aussi les marquer. Et ensuite, moi, dans le canton de Fribourg, on a quand même cette chance-là. On est soutenu. Donc, on peut demander un agrément au canton à un organisme qui s'appelle le Sésame, qui est vraiment l'organisme qui s'occupe de tout l'enseignement. Donc, c'est le service de l'enseignement spécialisé et des mesures d'aide. C'est ça que ça veut dire, Sésame. Et c'est le côté public qui va s'occuper, donc c'est aussi les personnes qui engagent dans les institutions et qui va soutenir financièrement les thérapies psychomotrices pour les enfants de 0 à 5 ans. D'accord. Ou de 18 à 20 ans. Ah oui. Donc c'est très précieux. Donc ces enfants-là peuvent vraiment avoir un financement. Le financement va être par l'État et pas par les parents. D'accord. Et de 5 à 18 ans? C'est l'école. C'est l'école. Ou les complémentaires. C'est-à-dire que les séances de psychomote ont lieu à l'école? Oui, mais il y a des grandes listes d'attente. Ça me permet de remettre un peu ça. Hein. Les systèmes sont encore avec des failles. Voilà, continuer de faire évoluer ou peut-être à débloquer des fonds. Bon, bref, ça c'est d'autres questions politiques. Mais donc théoriquement, en tout cas, de 5 à 18 ans, à la fin de l'école obligatoire, 5 à 16 ans en tout cas, ça pourrait, s'il y a des besoins, être pris en charge par l'école. D'accord.
Sinon, Sauf qu'il y a des listes d'attente, des fois, donc il y a les des listes parents se d'attente, tournent donc des fois vers le libéral. exactement. D'accord, ouais, c'est Et bon. là, il y a la possibilité, en fait, il y a des ça n'existe pas la sécurité sociale en Suisse. Oui. Il y a l'équivalent de mutuelle. En gros, Oui. il y a des assurances complémentaires et certaines de ces assurances-là prennent en charge un petit pourcentage. Des fois, il y a 10 séances par année, tout compris. Ouais. Donc, ça peut être aussi de l'ostéopathie, etc. Ok. Donc, c'est, voilà. Très bien. Donc toi, t'es installée en libéral, Ouais, ça marche j'ai eu bien. cet agrément. Ouais, t'as eu cet agrément. Mhm. Et ce que t'aimes dans ta pratique, tu m'expliquais que c'est travailler en binôme avec un autre professionnel. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous raconter avec quel type de profession t'as travaillé et ce que vous faisiez concrètement? Mhm. Oui, moi j'aime beaucoup la synergie dans ces métiers. Moi j'ai travaillé avec les logos, donc c'est les orthophonistes. Il y en a une où on faisait beaucoup au niveau corps et langage, donc de toute cette synergie, de comment l'un peut aider l'autre et inversement. Tu t'es intéressée à l'orthophonie parce que tu as des particularités sensorielles, tu es très sensible au goût et aux odeurs. Ouais. Pas facile de te faire manger. Non, pas du tout. C'est des caprices. J'ai aussi un réflexe vomitif très sensible. Ouais. Mais oui. Et j'ai encore des choses comme ça où c'est difficile avec les textures. Et puis il y a une orthophoniste qui travaillait sur tout un groupe autour de la multisensorialité des aliments. Et ça, c'est hyper précieux que les psychomotes s'inscrivent aussi dans des choses comme ça pour tout cet aspect sensoriel et donc de vraiment rejouer à patouiller dans la nourriture. Ouais, c'était ça vos ateliers. Sans manger, oui. Ouais, est-ce qu'on peut sentir, est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'on peut faire des formes avec ça? Sans être obligé de mettre en bouche. Jamais. Ouais. Et ça, vous avez vu des progrès chez vos petits Énormément. patients? Ouais, ça leur a laissé une liberté, un temps d'exploration. Et puis vraiment, on redécouvre tout ça, on réapprivoise. Moi, ce qui est rigolo et qui les fait rire souvent dans les enfants qui n'ont pas de challenge cognitif, c'est qu'ils voient que moi, je transpire autant que... et c'est extrêmement difficile. Donc, tu te rééduques en même temps. Peut-être. En tout cas, je leur montre que les adultes aussi peuvent souffrir. Peuvent dépasser ça, qu'on peut en rire, que... Et pour les parents, ça doit être précieux de voir qu'il faut passer par ce chemin. Parce qu'on est démunis face à un enfant qui veut plus goûter ou toujours les mêmes choses. Il existe beaucoup d'outils maintenant. Ouais, t'as des exemples? Il y a des choses qui peuvent marcher pour les plus jeunes avec des assiettes compartimentées, qui sont un peu ludiques. Des fois, il y a des petits thèmes, l'espace, les dinosaures, les fées, peu importe. Tu mélanges pas les aliments. On mélange pas les aliments. Il y a un chemin. À la fin, ça peut être quelque chose d'assez agréable pour l'enfant. Oui. Qui est un peu valorisant. Voilà. Quelque chose de valorisant. Ça peut être des carottes pour certains enfants. Les carottes crues. Mais c'est vraiment selon ce qu'il aime. Tous ces ateliers-là. Jamais forcé. Ça, c'est vraiment important. C'est des vraies angoisses. Faut vraiment garder ça en tête qu'on fait pas exprès, c'est pas de la provocation. Surtout quand il y a un réflexe nauséeux, vomitif, qui est présent. Moi, le blender a sauvé ma vie. J'ai pu manger des soupes parce que j'en mangeais jamais. Orange, pas verte, ça c'est encore dur. C'était les couleurs, moi, c'était les morceaux et les fils. Ah oui. Donc, le blender, parce que même si on mixe, il reste encore des morceaux. Et même si les gens disent, mais non, pas du tout. Oui, chez nous, oui. Chez toi, oui. De jamais oublier que même si c'est pas chaud pour vous, ça peut être chaud pour l'autre. Notre sensorialité, elle est très propre et elle est très différente. Et il faut vraiment prendre de croire la personne. Après, on peut la rassurer en disant, j'ai touché, t'es en sécurité, tu peux essayer, ou on vient, on souffle ensemble. Je dis pas qu'il faut forcément aller tout le temps dans leur sens, mais de pas dénigrer le ressenti. Ouais, il est toujours juste. Le mot caprice, t'as dû l'entendre beaucoup. Parce qu'il y a de l'incompréhension. Oui. Et puis mes parents l'ont beaucoup entendu. Ils ont été aussi malmenés. Puis flexibles. Ils ont cherché beaucoup. Ma maman, elle a fait beaucoup de menus différents pour toute la famille. Enfin, c'était compliqué entre celui qui aime pas le fromage, celle qui veut pas manger, celui machin. Enfin, voilà. Non, c'est pas une histoire d'éducation et non, on fait pas exprès. Et non, c'est pas des caprices. Enfin, je pense que les parents sont tout à fait capables de faire la différence s'il y a ça. Et Ok, donc tu as fait ces groupes avec une ortho. Avec l'ortho. J'ai aussi eu la chance de travailler, et ça c'est assez inédit, alors peut-être ça existe ailleurs, mais nous on l'a encore peu entendu, mais je pense que ça existe de plus en plus, mais de faire de la synergie avec une kinésiologue. C'est chouette si ça existe, parce que c'est super pertinent. Après ça parle ou pas, mais d'avoir aussi des méthodes plus énergétiques. Et comment vous travaillez toutes les deux du coup ? Alors, on a 2 enfants, puis on travaille les 2, donc en même temps, en co-animation, puis elle va pouvoir travailler en parallèle de nous. Et des fois, c'est aussi pour soutenir les parents. Donc, il y a
surtout quelque chose de plus systémique, on va dire. Et ça peut permettre de voir des progrès plus vite, et d'avoir des thérapies plus brèves. Donc elle va analyser ce qui se passe et le transmettre aux parents quand tu dis ça aide les parents. Alors elle peut leur faire un retour ou avoir des séances en parallèle avec eux. Ah oui, ou elle reprend. Ouais. D'accord. D'avoir des choses comme ça. La kinésiologie travaille beaucoup sur les empreintes ou les traces soit inconscientes, soit transgénérationnelles. Dans le corps. Dans le corps. C'est ça. Mm-hmm. Donc elle interroge le corps. Et puis c'est aussi une profession qui a le même consensus, consensus, je sais pas si on dit ça, mais que le corps et l'esprit sont en lien. Oui. Donc on a cette... Ok. Donc toi, tu mènes ta séance de psychomote comme d'hab. Tu animes un peu selon un objectif. Et elle va pouvoir tester en parallèle. Donc elle sur le corps du patient. Elle n'intervient pas sur le corps du patient. Elle peut faire un test à distance. D'accord. Donc elle n'a pas besoin de toucher les enfants ou de les faire parler ou de ces choses-là. C'est vraiment à distance. Elle est dans la salle avec nous. Elle va proposer des choses et puis elle va pouvoir tester, est-ce qu'il y aurait quelque chose, une musique ou un outil, que ça soit dans ses outils de kiné à elle ou dans les outils de psychomote qui pourrait aider la personne à aller bien ou aller mieux aujourd'hui. D'accord. Par exemple, ou dans un challenge de sa vie ou voilà. Je travaille pas avec tous les patients pour ça. C'est vraiment en fonction aussi de ce qui parle aux personnes. Ça parle pas à tout le monde. Oui, puis aux familles. Et ça convient pas à tous les enfants d'avoir le côté groupe. Donc des fois, voilà. D'accord, donc c'est bien réfléchi, on sent derrière. C'est un outil parmi d'autres. Ok. Et c'est un outil qui est très pertinent. D'accord. Cette synergie, mais c'est pas la seule chose que je fais. Oui. Donc là, tu sens qu'en libéral, tu arrives à développer une pratique super riche. Tu t'ennuies pas? Non. Parce que jamais. T'arrives, on sent, à sortir ton cabinet. T'es pas quelqu'un qui reste comme ça coincé toute seule dans ton coin, et c'est ce qui, je pense, fait aujourd'hui une grande richesse. On s'apporte beaucoup mutuellement. Moi, j'ai énormément évolué dans ma pratique dans ces rencontres-là. Et donc on peut dire que tu as trouvé ton move comme ça en travaillant comme ça? Bien sûr. Ouais, tu penses que tu vas continuer un petit bout de temps comme ça? Tu as des projets en tête? Moi, j'adorerais avoir je sais pas si on peut dire un centre ou un espace multidisciplinaire et avec pour les parents et les enfants. Moi, j'adorais ce côté où les parents peuvent prendre aussi soin d'eux et avoir des ressources. Et peut-être qu'on peut mutualiser les moyens et que quand l'enfant il est à sa séance, les parents peuvent s'offrir un massage, un sauna. Mais que ça leur vienne pas trop cher, c'est sûr qu'après. C'est ça. C'est les budgets. Ça fait des déplacements en moins, ou ça fait aussi un espace pour eux. D'accord. Donc vu que t'aimes ces partenariats, ces binômes, ça me paraît assez logique dans ton histoire. On te souhaite, Marine, de trouver ça, de créer un beau centre en Suisse. Avec grand plaisir. Tu nous raconteras la suite. Oui, merci. À la prochaine. C'était Trouve ton Move, un podcast pensé et réalisé par Élise Benazet.